La plus grosse difficulté est pourtant là, dans la capacité des Européens à reconvertir cette relative faillite en transition, non pas vers le même projet, retrouvant par miracle un second souffle, mais vers une réappropriation de ce qui, dans l'héritage culturel européen, leur permettrait un nouveau départ. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est puisque j'en ai parlé dans Des héritiers sans passé, mais il est sidérant de voir à quel point, du point de vue culturel, on utilise une part infime de cet héritage. Et comment tout le reste est laissé soit simplement l'objet d'études académiques, mais comment, au jour le jour, il n'en est jamais question, dans les débats, dans la réflexion sur le destin de l'Europe, par exemple. Il ne s'agirait donc plus pour l'Europe d'être à tout prix moderne, puisque d'autres pays ont pris le relais et vivent à leur tour cette crise d'adolescence de l'esprit, de plus en plus risquée d'ailleurs, puisqu'on sait moins que jamais jusqu'où l'appétit de nouveautés propres au temps moderne va conduire l'humanité enrôlée sous sa bannière. S'agit-il même encore pour l'Europe actuelle d'exporter l'universel ? On peut dire que des instances internationales sont désormais là pour ça, pour veiller au grain, du moins en principe, instances qui auront d'ailleurs à s'interroger sur la meilleure manière de gérer à l'échelle internationale la remontée des particularismes culturels et le refus, clairement affiché par certains peuples, de vivre sous la loi d'une universalité qui ferait implicitement d'eux des Européens. Le signe le plus irrécusable de la réussite de l'Europe est sans doute dans la possible délégation de la part de son héritage qui était en effet diffusible et qui la place en quelque sorte en retrait, mais non en situation de retraité, sur la scène culturelle où il lui reste à inventer le rôle qu'elle pourrait encore y jouer. Peut-être le temps est-il donc venu pour l'Europe de prendre au mot, ou au moins à demi-mot, ceux qui la disent vieille, et d'assumer la vertu de sagesse reconnue par la vox populi à la vieillesse. Disant cela, je ne pense pas seulement au rôle d'arbitre, de conseiller avisé qu'on pourrait être tenté de lui faire jouer, tant en raison de son grand âge présumé, que du sens de la mesure caractérisant les périodes les plus florissantes de sa culture. Je pense à une attitude plus exemplaire encore, qu'il lui faudrait apprendre de toute urgence et qui concerne son rapport au passé et à ce patrimoine d'une exceptionnelle diversité et qualité que tout être humain sur cette terre aurait désormais le droit de s'approprier, sauf les Européens eux-mêmes, tout juste promus au rang de gardiens de musée, voire de guides touristiques pour clients étrangers fortunés. C'est le rapport des Européens à leur propre culture qui est en crise depuis plus d'un siècle, puisque Nietzsche mettait déjà en garde contre ces deux fléaux. L'abus des études historiques, disait-il, stérilisant tout rapport vivant à la culture, et le philistinisme culturel, c'est l'expression qu'il emploie, du bon Européen de demain, adepte de la culture avec un grand C ou un K comme vous voulez, comme l'était jadis le bigot à l'égard de ses bonnes œuvres. Double danger aisément transposable en des termes plus contemporains. Tandis qu'on muséifie à tour de bras, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, vaut mieux de beaux musées dont on est fier que de lamentables hangars où personne ne voit les œuvres, tandis qu'on muséifie tant et plus, et donc universalise de manière extrêmement professionnelle le patrimoine, et ça, encore une fois, personne ne s'en plaindrait, mais par ailleurs, on s'emploie à relativiser à tout prix la portée culturelle et spirituelle de ce même patrimoine en ce qu'elle pourrait avoir de plus spécifiquement européen. C'est-à-dire, on enlève d'un côté ce qu'on donne de l'autre, en fait. Cherchant à définir, et j'en finis, l'esprit européen, Paul Claudel disait qu'il se caractérise par, je cite, un état général d'alerte et de mobilisation des cœurs et des esprits. Une telle mobilisation
à ce que Sloterdijk, pour le citer encore, nommait la mobilisation infinie d'ailleurs, a longtemps répondu à l'appel de la surenchère moderniste que Nietzsche nommait si pertinemment le prurite de l'infini, à savoir toujours plus, n'est-ce pas, toujours plus loin, toujours au-delà. Il est donc grand temps, et ce sera ma conclusion si vous le voulez bien, que les Européens réapprennent, sans mauvaise conscience ni remords, à séjourner, je dirais, on pourrait dire habiter, mais séjourner, le mot est assez beau, dans leur propre culture, qui n'inclut pas seulement, vous l'aurez compris, les œuvres de grande valeur conservées dans les musées d'Europe, mais un savoir-faire et un savoir-être au quotidien, dont la perte ferait de nous à la fois des sauvages et des barbares, pour reprendre une distinction chère à Schiller, n'est-ce pas, dont les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, ce grand chef-d'œuvre qu'on devrait donner en première année dans toutes les écoles, n'est-ce pas, ou au moins à un certain niveau, eh bien, dont ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme pourraient ainsi redevenir le bréviaire, c'est mon souhait, de l'Européen cultivé de demain. Voilà, merci.